Marguerite Duras may be best remembered in the English-speaking world for her script to Anna René's Hiroshima Mon Amour and for her best-selling erotic novel, The Lover. In fact, she was a prodigious writer of novels, plays, essays, and journalism. She also directed 19 films. Despite her many talents and accomplishments, no one would call her an easy person. In José Dayan's new film, Cet Amour-là, star Jeanne Moreau plays her old friend and collaborator Duras, whose later life was marked by a May-December romance. The filmmaker talks to Canape about directing a legend who portrays another legend. Le sujet de Cet Amour-là, c'est un sujet à la fois très particulier, comme le titre l'indique, Cet Amour-là. Cet amour-là et pas un autre amour. Donc c'est l'histoire d'amour tout à fait improbable et magnifique qui a existé, qui est une histoire vraie, entre Marguerite Duras, qui est cet écrivain français célèbre, et qui au moment où cette histoire d'amour lui arrive à quelque chose comme 65 ans, et sa rencontre avec un jeune homme, un jeune étudiant, qui a 25 ans, et qui est tombé fou amoureux de ses livres avant de la rencontrer. Et amoureux de ses livres au point d'arrêter tout le reste de sa vie, de ses études, de ses relations, et de s'immerger absolument dans la lecture des livres de cette femme, parce qu'il ressentait dans ce qu'elle écrivait ce que lui ressentait confusément mais n'arrivait pas à exprimer. Donc c'est une espèce d'amour absolu, romantique et cérébral, pour une œuvre d'abord. Et pendant 5 ans, ce jeune homme, qui s'appelle Yann, pour l'instant pas Andrea, parce que c'est Marguerite Duras qui va lui donner son nom, ce jeune homme lui écrit plusieurs lettres par jour en lui expliquant ce que son œuvre représente pour lui, et à la fois, finalement, qu'il n'a plus tellement envie de vivre, parce que la vie n'a plus d'intérêt, hormis cette lecture. Et au bout de 5 ans, il cesse de lui écrire, et c'est à ce moment-là qu'elle lui répond « Vous ne m'écrivez plus, pourquoi? Venez donc me voir ». Il arrive chez elle et ne repart plus. C'est une histoire d'amour absolument incroyable et à la fois exemplaire. C'était l'été, celui de notre histoire. L'histoire entre le très jeune Jan Andrea Steiner et cette femme qui faisait des livres. Et qui, elle, était vieille et seule, comme lui, dans cet été grand comme une Europe. Donc à ce moment-là, si vous voulez, dans l'arrivée intempestive de ce jeune homme et de sa fougue et de sa passion dans la vie de Marguerite Duras, la replonge dans la nécessité d'écrire. Et c'est là qu'elle écrit ses plus beaux livres et à la fois ses livres qui la rendent célèbre dans le monde entier. Ça veut dire que Jan Andrea a un rôle aussi en effet, comme vous le disiez, de catalyseur pour l'écriture de cette femme et qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Et c'est ça qui est essentiel dans cette histoire d'amour, c'est que c'est une histoire d'amour entre un jeune homme et une vieille dame, mais c'est une histoire d'amour où il y a une troisième personne qui est l'écriture. C'est la plus belle chanson du monde. Vous essayez de me plaire avec des phrases vides. J'en ai connu des mecs, vous savez, qui récitaient du Duras appris par cœur. Croyez-moi, ils sont pas restés longtemps. Tu viens d'être décidé. Peut-être qu'on est pareil. Non, je crois pas. Ce soir, je suis beaucoup plus intelligente que vous. Ça, c'est éclatant. Comme les autres années. Capri, cette fille, et dit que c'était la ville. C'est magnifique. J'avais en tête l'idée de faire un film avec Jeanne Moreau. C'était pour moi une nécessité et c'était ça le pari de départ. Faire un film avec Jeanne Moreau, mais pas faire un film de plus, pas faire un film en plus, faire un film qui nécessite Jeanne Moreau, qui nécessite toute cette entreprise, cette volonté de travailler ensemble et de faire non pas un film de plus, mais le film important aujourd'hui, je dirais, clé des 15 dernières années dans la carrière de Jeanne Moreau aujourd'hui. C'est venu pour me tuer, c'est ça? Dites-le. Dites-le franchement. Ce n'est pas moi que vous aimez, vous le savez bien. C'est ce que j'écris. Et j'en ai rien à foutre de vos rêves. Et moi, j'en ai marre de vivre avec un retraité. Il va falloir que je change de mec au plus vite. C'est pas possible, une vie pareille. Montreal may not be tropical, but it certainly is Haitian. In recent years, it has become a center of new writing by Haitian authors.
Rodney Saint-Eloi is one of the key characters in this small tropical storm of activity. A poet, essayist, children's author, music producer, filmmaker, and publisher, he seems to be a refreshing wind blowing in all directions. On a recent visit to the USA, he talked with Canape about the ways in which Montreal is a city of worldwide French-speaking activity, as well as a Canadian metropolis. Mais dès l'adolescence, je me suis mise à écrire, peut-être parce que l'écriture manquait chez nous. Ma grand-mère ne savait pas ce que c'était lire, et ma grand-mère lisait la Bible. C'est tout à fait un paradoxe. Je me disais, comment quelqu'un qui ne sait même pas lire, qui ne sait pas ce que c'est que la lecture et l'écriture, et comment ce quelqu'un-là puisse s'attacher à un livre. Et je me disais que le livre, c'est quelque chose de miraculeux. Et ma découverte du livre s'est faite d'abord par la Bible de ma grand-mère. Et en lisant avec elle, en lisant pour elle, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui me dépassait, qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire et c'était comme un appel. Et là, je me suis mise à écrire. Et très jeune, en classe secondaire, j'étais devenu une espèce d'écrivain public. Écrivain pour les lettres d'amour de mes amis. Je les écrivais. Je me mettais dans leur peau pour écrire à la femme, à la jeune fille qu'ils adoraient. Et ça me faisait un petit peu d'argent. Et ça me faisait aussi comprendre ce que c'était le pouvoir du langage. Comment avec le langage on peut changer le monde, comment on peut avancer, comment on peut transformer, comment l'acte de parole, l'acte d'écriture est un acte fondamental pour la vie. Et je me suis donné corps et âme à cet acte d'écriture qui est quelque part un prolongement de mon corps. Donc j'écris avec moi-même, avec mon corps, et quand j'écris, je me sens bien, je suis heureux. Pour moi, c'était un défi, mettre en place une maison d'édition en Haïti où le taux d'analphabétisme est très haut, où la lecture et l'écriture étaient considérés comme des privilèges de classe, c'est-à-dire pour des gens aisés. Et voilà, je voulais décentrer. Je parlais de décentrement, je voulais décentrer, c'est-à-dire faire en sorte que la lecture et l'écriture soient un acte citoyen, un acte démocratique, c'est-à-dire un acte, entre guillemets, pour tous les Haïtiens. Donc, ce que j'ai fait en premier, j'ai rassemblé autour de moi un certain nombre d'écrivains haïtiens, vivant à la fois en Haïti et vivant à l'étranger. À Montréal, il y a une très très grande littérature haïtienne. Et il y a 10 ans, on parle déjà d'une littérature haïtiano-québécoise. Voilà un imaginaire qui a rencontré un autre imaginaire. Et voilà de cette rencontre-là est né quelque chose de fabuleux. Une littérature haïtienne qui se fait à Montréal. Mais ce qui est étonnant dans la littérature haïtienne, c'est aussi qu'elle se déploie dans des zones géographiques différentes. Donc, ce qui est une espèce de dynamique pour cette littérature, qu'elle se déploie à New York. Il y a plein d'écrivains haïtiens à New York, donc il y a un corpus de textes d'Haïtiens qui vivent à New York ou bien qui sont nés à New York. À Montréal, c'est la même chose. À Paris, c'est la même chose. Et j'ai rencontré même à Cuba des gens qui écrivaient. Et souvent, ils écrivaient en créole ou en français. Et tout ceci amène un certain rapport décomplexé au monde et un certain rapport décomplexé aux langues. Et je pense que c'est une très bonne façon de revisiter le monde en étant à la fois chez soi et ne pas être chez soi, en se disant que l'humanité m'appartient, les terres, les hommes, les cultures. Donc c'est important que cette littérature-là, elle se déploie dans des langues différentes et dans des zones géographiques différentes. Ma ville est morte, c'est peut-être hier. Elle, l'étrangère que je connais à peine, m'a téléphoné de sa prison et m'a dit 3 mots comme l'annonce d'une tragédie. Ville, mort, soudaine. Je ne me rappelle pas du tout, sinon le claquement de cette voix à l'autre bout étouffée. J'en suis gêné de ne pouvoir vous dire la date exacte. C'était, autant que je me rappelle, un matin des années 50. Et ma ville amnésique est morte comme hier, sans histoire, sans échouage, là, au pied d'une mer mourante, dans la grisaille du vent.
A couple of out-there artists have moved into loft space in a former factory in an industrial sector of New York City. Nothing special about that, except when the artists happen to be Henri Matisse and Pablo Picasso. The current mega exhibit, Matisse Picasso, at the Museum of Modern Art in Queens, is drawing crowds worthy of the World Series. Meanwhile, back at the ranch, Texas filmmakers Rob Tranchen and Ginny Martin have made a documentary investigating the special relationship between the painters. Canape takes a look. No one has ever looked at the paintings of Henri Matisse more carefully than I. And no one has looked at mine more carefully than he. Pablo Picasso. Henri Matisse and Pablo Picasso were two of the 20th century's greatest rivals. And yet no two artists inspired each other more. Their paintings and sculpture record a timeless dialogue that even death could not silence. Françoise Gillot, a young painter and Picasso's companion for 8 years, understood what each man saw in the other. They were as complementary as red and green, as opposed as white and black. From the start, each must have felt threatened by the other's achievements. Under a polite veneer, a battle of wills was smoldering. This is a story of competition, envy, and resentment, transformed into admiration, friendship, perhaps even love. At the turn of the century, this legendary city was known the world over as the birthplace of modern art. Musicians, poets, painters, artists of every description crowded its sidewalks and cafes. Among them, the Spanish expatriate Pablo Picasso. Aggressive and egotistical, Picasso considered himself superior to every person he ever met, except for one. Henri Matisse was Picasso's senior by 12 years, and the two men could not have been more different. Reserved and dignified, Matisse was the image of respectability. One person described him as looking like a well-groomed notary. The image was deceptive. Matisse was known for painting described as ruthless in its unbridled freedom. Many considered Matisse's work scandalous. His Blue Nude of 1907 was called ugly and inhuman. The critic Bernard Berenson nicknamed it the Toad. In Chicago, art students burned it in effigy. One artist eager to see the Blue Nude was Pablo Picasso. And Picasso viewed Matisse's work with a competitive eye. If he wants to make a woman, let him make a woman, Picasso said. If he wants to make a design, let him make a design. Picasso was extraordinarily ambitious, and he was already achieving quite a lot of success. And he knew that Matisse was this big, obstacle in the road that he had designed for himself. That is, to become the most powerful avant-garde painter in Paris at the time. Soon afterwards, in the spring of 1907, Picasso dropped from sight. Later that year, he showed visitors a painting unlike anything anyone had seen before, Les Demoiselles d'Avignon. Some were shocked. Others laughed out loud. But a few understood that on this 8-foot square canvas, Picasso had issued a challenge that would change the history of art. I must break away from tradition, break away from beauty, from sentimentality. This is my drama. Pablo Picasso.
It's a sad fact of genocide that when it's successful, there may be little evidence of the atrocity. The witnesses are dead. The only Westerner to enter and survive prison during the Khmer Rouge regime in Cambodia was François Bizot, a French scholar of Khmer art and Buddhism accused of being an American spy. In his remarkable memoir, The Gate, now translated into English, Bizot tells of his relationship with Doit, the architect of the genocide, and of his continued engagement with Cambodia as a translator helping to evacuate Westerners from Phnom Penh. The memoirist talks to Canape. Doit was the interrogator where in the camp where I was detained for 3 months in 1971. And since that time, I thought this terrible man, torturer, responsible of 10,000, 20 or 30,000 of people, was dead. And the funny part of the story, if we can say anything is funny about that, that I owe my life to that person. For 3 months, I had to explain all about myself because he interrogated me. But the way I was at that time make me audacious enough to ask questions back. I sincerely answer to what he wanted to know about me, because sincerity was the best way to be for myself, because I was not a CIA agent. And I was sincere, and I asked him back why he was in this forest, keeping me, asking me questions, and he explained himself. And between he and me, maybe start of something of a comprehension. And my chance was that as the truth seeker that he was, I had an opportunity maybe to leave. The discussion that arose at that time opened my eyes in a very funny way, because I was in the front of a man of whom I was deeply afraid. He just could, in a few seconds, decide that I would be killed. Everybody was afraid of him. He was a man of few words. And when I realized, I asked him that he was the one who beat prisoner to get confession before send them to death. I realized how deep he was already, that monster I was afraid of. And little by little, his mask dropped. And what I found behind the mask was much more frightening than I thought. It was not this phantom or, this horrible things that you can expect to find behind a monster face. It was much more than that. What I found, it was a person who was looking like me, or like my friends at that time. Let's say like us, if you may accept that. And that was something which it started to maybe to make me in a new thinking of life. It occurs to me in this meeting with this torturer, Doit, is when I saw that he was so deeply involved in the killing, torturing, and in the same way idealist and generous, and waiting for good coming from the bad action, in one way. I realized that it was no way to think that in Earth
we should divide people in good and bad. That would be the best way, because you just have to kill all the bad and keep the good, and that would be just the aim to have, and we would live in peace. It seems it is not like that. The separation between good and bad should not be a sort of acts of evil outside of us. And what I realized in front of him was that this separation between bad and good was probably inside of each one of us. "40 years after independence, the tangled relations between Algeria and France continue. One issue little understood by outsiders is the challenge presented to Islamic women when they come to a secular democracy such as France. Yamina Benguigui's new feature film, Inch'Allah Dimanche, explores how one immigrant woman navigates the troubled waters of an Algerian family in Paris. The film, which will be distributed on DVD in the USA, follows a story specific to France in its details, but universal in its implications. The filmmaker shares her thoughts with Canape. C'est l'arrivée d'une femme algérienne dans les années 70 en France. Il faut savoir que des années 50 aux années 70, les Algériens n'avaient pas le droit de ramener femmes et enfants en France. C'est-à-dire qu'on allait recruter ces hommes pour venir travailler. Jusqu'en 62, ils étaient français, donc on les bougeait d'un département à un autre, mais ils n'avaient pas le droit de ramener leur famille. Et en 1974, le gouvernement français décide de fixer cette immigration en France et il décide de faire venir massivement les femmes et les enfants. Et ce n'est pas du tout un choix des femmes d'immigrer en France. Donc voilà, ça parle, elles sont arrivées par milliers et je raconte l'histoire d'une de ces femmes, donc le déracinement, l'exil et les difficultés de vie et de... Voilà. Amina, alors, شيلها. allez, ادخل. وش هي؟ روح حكتي. هاي جيبها. هاي. شيل. زيد الكرتون. هاي بسلامة. جو سوي تري تري كونتون. هاي العائلة تاعك لا فامي هنا الحمد لله. هي لا فامي تاعك ما تجيبهاش؟ لا انا جو با كونفيونس مازال مع الريغروبمون فاميلي هذا كاع نقول لك حاجة كل شيء اللي في الكارت انا ما نامنش به جو با كونفيونس. انا مليت انا ولا 10 ولا 6 ولا انا هما لهي انا لهنا ما نقدرش. كيف انا ثاني مليت لكن عندي الدار لا ميزو تما لازم واحد يزبط السنتوره سو اوبليجي. انا ثاني نزبط السنتوره بصح تجاوي سي تو خلاص. Lors du dernier tournage de mon dernier documentaire, c'est-à-dire Mémoire d'immigrés, il y avait tout un volet consacré aux femmes dans l'immigration, leur arrivée, leur vie, leur retour, non-retour dans le pays d'origine. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie, en tout cas, d'en faire une fiction. En tout cas, de prendre pour héroïne une de ces femmes. Et sur le mode de la tragicomédie. Moi, j'ai été très, très influencée par le cinéma italien, le cinéma d'Ettore Scola, de Dino Risi, c'est-à-dire que savoir traiter des faits de société par le plus petit bout de la lucarne. Bon, arrêtez, ça suffit maintenant. Vous n'avez pas le droit. Il y a des lois ici. On n'a pas le droit de jouer au ballon.
Vous voyez pas qu'ici c'est un jardin? Vous savez ce que c'est qu'un jardin? Qu'est-ce que t'as fait? Oh là là! Assassin! Égorgeur! هلا درت يا لطيف. j'appelle les gendarmes. تهديني هبادك الناس. ديري العيب تعالي روحي. يا المهبولة. J'avais en tête Fejria Deliba au moment d'écrire. C'est une comédienne que j'ai rencontrée il y a plusieurs années, qui n'a jamais eu de premier rôle. On l'a aperçue dans quelques films, dans Marilyn, mais je sentais instinctivement le potentiel chez cette actrice. Et je lui avais dit il y a quelques années que lorsque je passerais à la fiction, ce serait elle. Je n'ai pensé à aucune autre actrice. Vraiment, au détail près, c'était Fejria Deliba. La plage qui attend, c'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui... شراكي ديري؟ هو العجين هنايا والله العجين وجهك. هذا كان فاهمين الشركي باغية عندي دابا. لو شوفي وجهك راه داير. هذه خدمة راكي تخدمي بها. والله وزوجة يسمح الله. يا نغدا عالجي. ونجيب اخت عروسي عالجي صانت. النهار هي بالبروسات ستيكت. رديها في بالك راني نهضر معاك. وانت يا شوفي حاجة. فهميني ما تصوتيني. اسم الرحمن الرحيم. يا لطيف يا لطيف الله يوكل عليك ربي 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 تاخذ الحق. الله يستر.